Il est 17h sur LVE. « 2017, une année politique. 17h, 18h. Raphaël Mille. Donc, comme je vous le disais il y a quelques secondes, nous allons revenir sur une année politique. Parce que 2017 commença, Lucas vous l'a dit, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, disons une bonne fois pour toutes. Puis, ça en est suivi la victoire de Benoît Hamon à la primaire, mais entre-temps, il y a eu une affaire qui a plombé François Fillon. Alors 2017, oui, une année politique, puisqu'ensuite, en avril, nous avons la victoire, enfin, un second tour inédit entre un inconnu et la candidate du Front National. Puis nous avons eu la défaite, ou plutôt devrais-je dire la déculottée, de Theresa May, qui avait fait le pari de dissoudre, un pari perdu. Puis nous avons encore eu des élections, souvenez-vous. Le Japon, peut-être que Ryoma pourra en parler d'ailleurs, il s'en souvient. Il s'en souvient, en tout cas moi aussi je m'en souviens. Seul Premier ministre, seul dirigeant à s'être maintenu au pouvoir, Abe Shinzo a réussi à remporter une belle majorité. On a eu Angela Merkel qui a réussi à perdre sa majorité absolue, qui ne l'avait pas de toute façon, mais qui se retrouve à devoir s'arranger avec les sociodémocrates. On a appris cette semaine que les pourparlers sont ouverts, mais pas encore de gouvernement en Allemagne. On a eu un référendum en Catalogne, puis la fuite de Carles Puigdemont. Aujourd'hui, il s'est réfugié au Danemark et essaie d'être candidat à sa propre succession, mais le tribunal constitutionnel l'a invalidé. On a eu également la victoire au Libéria de... Mince, j'ai un trou. De George Weah, merci Lucas. De George Weah. On a eu également le Zimbabwe, où le président a été gentiment mis dehors par la force. Bref, 2017, une année politique sans aucun doute. Et ça commence maintenant, 2017, une année politique, avec Elisabeth Martichoux, qui est notre première invitée. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour Raphaël. Alors, vous êtes chef du service politique de RTL, et puis si nos auditeurs ne vous connaissent pas, c'est qu'ils sont restés dans leur grotte depuis début 2017 en gros, puisque vous avez co-animé le premier débat de la primaire de la droite et celui de la gauche. Et vous êtes tous les matins à 7h45 sur RTL pour l'interview politique. Vous avez même reçu le prix de l'intervieweuse politique de 2017. Donc, félicitations déjà. Merci. Alors, comme vous êtes chef du service politique et qu'on parle de politique, ma première question, ce sera pour vous, quelle a été l'info politique de 2017, enfin celle qui aura dépassé tout le reste 2016-2017, vous voulez dire, dans la perspective de la présidentielle, la campagne ayant débuté évidemment mi-2016, vraiment concrètement. Il n'y a pas un événement. C'est impossible. Il y a eu une telle dramaturgie, tellement de rebondissements que ce serait très réducteur de ne sortir qu'un événement. Il y a eu pour moi plusieurs décisions ou événements structurants. D'abord le renoncement de François Hollande, qui est une première sous la Ve République. Ensuite, évidemment, l'affaire Fillon, qui a évidemment eu une influence décisive sur la campagne, et concomitamment, en arrière-plan de tout ça, la montée en puissance d'Emmanuel Macron et le tour de force qu'il a réussi et qui, là aussi, était sans précédent. Donc, il y a eu un renoncement premier historique, un lien du calendrier judiciaire sur le calendrier de la présidentielle à l'échelle d'un candidat susceptible d'être élu historique, et puis un candidat venu de nulle part qui, en un an, a réussi à se faire élire historique. Donc en fait, si on voulait dire un grand moment de l'année 2017, ça aurait été la présidentielle en fait. Parce que vous en voyez un autre de la même dimension. Non, mais évidemment que l'année 2017 était une année présidentielle,
Et évidemment, ça... J'ai envie de dire, si on prend sur la scène internationale, il y avait l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui a aussi été un sacré événement. Je n'ai pas compris que votre question ne se limitait pas à la France. Vous m'avez dit que j'étais chef du service politique et non pas, je ne suis pas chef du service diplomatique. Oui, donc, effectivement, je traite de l'actualité nationale politique. Donc, j'ai répondu à cette question. Maintenant, vous pouvez me la reposer en me disant, dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 de très important ? Voilà, et auquel cas, je ferai peut-être une réponse. Non, mais sans rire, j'ai évidemment axé sur la présidentielle puisque je suis chef du service politique. Mais on peut considérer que l'élection de Trump est un événement à l'échelle de la planète plus important. Et là-dessus, je vous suis complètement. Alors, vous avez parlé de la chute de François Fillon, entre autres avec l'affaire des emplois fictifs. Ou en tout cas présumé fictif, il n'y a pas encore eu de jugement. Selon vous, est-ce que ça ne tient qu'à ça, la chute de François Fillon, ou est-ce qu'il y avait quand même quelque chose avant qui fait que celui qu'on voyait président en novembre 2016, en fait, il a quand même un petit peu raté sa campagne? Moi, je pense que nul ne peut dire si François Fillon aurait été élu ou pas sans l'affaire. Mais c'est vrai, vous avez raison, puisque vous le suggérez dans votre question. Avant même les ennuis judiciaires de François Fillon, il y avait un décrochage assez important de François Fillon dans les sondages. Donc, est-ce que ce décrochage aurait prospéré jusqu'à conduire à sa défaite? Encore une fois, là, c'est extrêmement compliqué de répondre. Mais on observe que dès la fin décembre, début janvier, après son triomphe totalement inattendu à la primaire, il y a, pour des raisons de programme, pour des raisons de manque de solidité de ses propositions, notamment sur la sécurité sociale, certaines ambiguïtés aussi fiscales, il avait commencé un peu à décrocher. Quand je dis un peu, c'est plus qu'un peu. Vous vous rappelez, il a perdu de 7 à 9 points en quelques semaines. C'est considérable. Donc, il arrivait, après le triomphe de la primaire, quand même assez affaibli. On ne sait pas comment ça aurait pu évoluer, mais peut-être qu'il aurait continué sur cette trajectoire négative jusqu'à effectivement perdre. On peut quand même observer, alors c'est pas la question que vous me posiez, mais il a terminé pas si mal que ça, malgré une affaire judiciaire qui était quand même extraordinairement plombante sur le papier. Donc sans cette affaire... il aurait été dans la course quand même, je pense. Mais on ne peut pas avoir de certitude sur cette question. En même temps, il avait été assez absent. Après sa victoire à la primaire, on a attendu l'affaire pour qu'il commence à parler. Il y a eu assez peu de meetings qui ont suivi sa victoire à la primaire. Vous avez raison, c'est concomitant. En même temps qu'il y avait des trous d'air dans la campagne. Là, vous parlez de François Fillon. De François Fillon post-victoire primaire. Voilà, c'est ça. Oui, il y avait aussi... il ne s'était pas approprié tellement. On se posait des questions, mais enfin, il faut qu'il soit dans le jeu, il faut qu'il soit plus présent, il faut par exemple, qu'il rassemble davantage, il faut qu'il suscite davantage de cohésion dans son équipe, qu'il commence à se poser des questions, même indépendamment de ses affaires. Donc, jusqu'où aurait été le questionnement sur sa capacité à mobiliser son camp et les Français, je ne sais pas. Mais c'est vrai, il y avait ça aussi. Alors, en parlant de primaire, vous avez aussi été sur TF1 pour le débat de la primaire de la gauche. Benoît Hamon, lui aussi, a fait une chute phénoménale, puisqu'on le donnait devant Jean-Luc Mélenchon quand il a gagné sa primaire, mais au final, il a fini avec 6% des voix et 2 291 288 voix, pour être précis. C'est le résultat donné par le ministère de l'Intérieur. Bien fait vos fiches. Ah oui. On se débrouille. Voilà, quand on voit qu'il a à peine élargi son électorat, il a grosso modo gardé les électeurs de la primaire et encore tout juste. Ça tient à quoi? Ça tient à un mandat raté, ça tient de François Hollande, j'entends. Ça tient à tout, en fait, comme François Fillon. À tout. C'est pas du tout la même situation que François Fillon, évidemment. Oui, il n'était pas favori. Du tout. Il y en a un qui a fini à 20 avec une histoire judiciaire de dingue. Puis il y en a un qui termine à 6 uniquement pour un problème politique. Alors pourquoi il termine? C'est un peu tout ça, comme vous dites quand même. Il y a évidemment le poids du quinquennat
de François Hollande, qui faisait que le candidat estampillé Parti socialiste partait avec des boulets aux pieds, c'est le moins qu'on puisse dire. Que lourd, lui, précisément, il a oscillé, il n'a pas voulu porter le bilan. Du coup, il a perdu un certain nombre de soutiens au sein du Parti socialiste. Le parti était partagé, donc ne l'a pas soutenu. Et enfin, son programme n'était pas assez solide. Il a gagné la primaire grâce au revenu universel. En gros, c'est vrai que le revenu universel, il l'a sorti mi-août quand il lance sa campagne. Il l'a sorti, c'est pas lui qui l'a inventé, mais disons qu'il l'a porté au pinacle à ce moment-là, et ça a irrigué toute la campagne. Même pendant la droite, on en parlait, on demandait aux candidats de se positionner pendant la primaire de droite pour ou contre le revenu universel. Il a réussi son coup. C'était une idée intéressante, c'était une idée nouvelle, mais c'était pas une idée qui permettait de gagner la présidentielle, puisque c'était une idée quand même qui reposait sur une hypothèse très idéaliste en termes de réalisation. Et après la primaire, donc il y avait le revenu universel et il y avait les perturbateurs endocriniens. Puis, vous ne pouvez pas asseoir un programme de présidentiel sur deux idées. Elles sont intéressantes, mais c'est pas là-dessus que les Français vont se déterminer. Et il n'a pas réussi. C'était compliqué. C'était très compliqué. Est-ce que c'était faisable à réinventer, à renouveler le corpus idéologique d'une gauche qui en avait un et qui en a d'ailleurs toujours aujourd'hui besoin. On voit bien qu'aujourd'hui, elle n'y parvient pas, qui avait besoin de rebondir après que François Hollande a épuisé un peu le débat. Donc, vous mettez tout ça bout à bout, plus une erreur stratégique au début de sa campagne, c'est-à-dire qu'il a passé des semaines à essayer de contacter Jean-Luc Mélenchon, qui lui a fait savoir de façon lui-même assez cavalière qu'il n'en avait rien à faire, etc. Donc il a perdu beaucoup de temps à essayer d'accrocher les wagons derrière Mélenchon, qui l'a méprisé d'une certaine façon, qui a réussi d'ailleurs stratégiquement, c'était bien joué de la part de Mélenchon. Il a aussi passé du temps à tricoter un programme avec les Verts, qui était très généreux en termes écologiques, mais on a le droit d'avoir ses convictions. Bref, il a perdu du temps, il a perdu des points, il a perdu des alliés, et finalement, il se termine, excusez-moi, mais un peu en slip quand même. Hein. Ouais, voilà, c'est cru, mais c'est un peu vrai. Vous parliez du bilan de François Hollande qui n'a pas été porté par Benoît Hamon. Au final, on peut dire que personne ne l'a porté dans la présidentielle. À commencer par lui. Si vous voulez, quand on a déjà quelqu'un qui mène, qui est le président de la République, qui lui-même fait le constat qu'il n'est pas en situation de porter son bilan, qui le ferait à sa place? La messe est dite. La messe est dite. Non, si le premier promoteur d'un programme estime qu'il n'est pas en capacité de convaincre les Français que c'était un bon programme et qu'il peut continuer et prolonger, c'est mission impossible. C'est mission impossible. Alors, ce que disaient les soutiens, c'était mais tout n'est pas acheté. Les Stéphane Le Foll, les Michel Sapin. Ouais. Mais oui, on a des résultats. On a fait des erreurs. Mais il y a quand même un bilan positif. D'ailleurs, on le voit, c'est vrai, en partie sur l'économie. Mais c'était mission impossible à partir de ce moment-là. Alors, on a vu que les sondages ont été très, très serrés jusqu'au bout. Mais au final, malgré tout ce qu'on a pu espérer pour les partisans de Jean-Luc Mélenchon, de François Fillon, on a quand même eu le duel attendu depuis grosso modo février, qui était Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Alors, il n'y a pas eu de suspense. En gros, on peut dire qu'il n'y a pas eu de suspense malgré tout. Vous charriez quand même. non, il y a eu du suspense. Oui, je provoque un peu, j'assume. Ouais. Non, il y a eu du suspense. Ils étaient tous les... Vous savez, ça s'est joué quand même un peu. Hein. Reprenez les scores. Oui, ça se tient. Il y a moins d'1 million entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ça s'est joué un peu quand même. Donc, si, il y a eu du suspense. Il y a eu au finish un peu la remontée de Jean-Luc Mélenchon. La France de gauche centriste et la droite s'est fait peur. Ah là, mais si Jean-Luc Mélenchon finalement se qualifiait. Emmanuel Macron, il était parti haut, mais quand même, ça s'est étiolé. Ça s'est joué de peu. Marine Le Pen, qui était donnée à 30, on avait bien vu qu'elle avait décroché. Ça, c'est un des phénomènes de la campagne électorale qu'il ne faut pas occulter. Aussi, c'est le décrochage de Marine Le Pen. Mais
quand même, elle avait un tel capital qu'elle avait acquis au fil des européennes, des régionales. Est-ce que les sondages ne se trompaient pas sur l'estimation réelle de l'électorat de Marine Le Pen? Et puis François Fillon, et si malgré tout, il gagnait? D'ailleurs, il a fait un score que certains jugeaient assez inattendu. Donc, non, il y a eu quand même un sacré suspense. C'était pas gagné, Emmanuel Macron, hein, jusqu'au bout. Après, bon, une fois qu'on a eu le tableau Le Pen, Macron, fallait quand même avoir très envie de maintenir un suspense un peu artificiel pour imaginer qu'elle pouvait gagner. Enfin, les sondages d'entre-deux tours sur la première semaine de campagne faisaient que on voyait les scores se resserrer sur la première semaine de campagne d'entre-deux tours. Tout de même. Se resserrer, oui. De là à imaginer. Alors, bien sûr, nous, on a entretenu la dramaturgie de l'élection, mais pas parce qu'effectivement, il y avait des inquiétudes. Puis il y a eu cette première semaine de campagne compliquée. Quand même pour Emmanuel Macron, rappelez-vous. On peut dire qu'elle a été ratée, oui. Marine Le Pen, qui quand même fait 2-3 coups médias et un peu plus que médias. C'est-à-dire qu'elle montre une énergie, une capacité à réagir, à sentir les sujets. On se dit, mais Emmanuel Macron, qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il est en capacité d'eux? Est-ce qu'il n'est pas en train de flancher? Est-ce qu'il a vraiment la carrure? Bon, évidemment, le débat a balayé tous les doutes. Après le débat, la messe était dite. Mais voilà, il y a eu un peu de suspense la première semaine et plus du tout à la fin. Mais pourtant, Marine Le Pen gagne 3 millions d'électeurs presque entre les deux tours. Donc un Front National a un record de voix. Enfin, un Front National, on va dire Marine Le Pen a un record de voix. Parce que est-ce qu'on peut se dire que au fond, c'est Marine Le Pen qui a rassemblé et pas réellement le Front National quand on voit combien ils ont de députés? Marine Le Pen, la présidentielle, c'est différent. Hein, c'est pas le même scrutin. C'est pas le même mode de scrutin. Voilà. Et le Front National n'était pas en capacité de s'implanter partout. Et pour finir, il faut une dynamique et elle l'a pas eu. Et elle l'a cassé gravement. Elle s'en est pas remise encore aujourd'hui. Hein. Mais elle fait un très bon score à la présidentielle, le meilleur score que le Front National a jamais fait. Mais rappelez-vous, j'ai pas une mémoire des dates extrêmement précise, mais je vais dire au début de l'automne 2016, à la une du Monde, Marine Le Pen à 30%. Et si elle gagnait la présidentielle, finalement, elle termine 10 points plus bas. Donc, elle fait une contre-performance par rapport au niveau auquel les sondeurs l'accréditaient 1 an et demi avant l'échéance. Donc, il y a eu quand même une mauvaise campagne de Marine Le Pen. Un bon résultat, si on regarde l'ensemble des présidentielles auxquelles a participé le FN. Et finalement, une grosse déception aux législatives, en partie due à son échec personnel pendant le débat et au mode de scrutin. C'était votre question? Oui. J'ai répondu. Bon, tout va bien alors. Vous aviez vous aviez dit 2 mots dans Téléops après la campagne en disant en gros, hein, j'avoue, j'ai pas retrouvé l'article. Que Nobody's perfect, mon cher Raphaël. Je confirme. En gros, que les rédactions étaient sur les rotules après les élections. Ça tenait à quoi, ça, le fait que au fond vous étiez à plat après les élections? Un phénomène physique extrêmement. C'est qu'une élection, c'est un marathon. Ça commence tôt et ça se termine vraiment. Ça se termine après les législatives. On était dans le dur pendant de juillet 2016 à juillet 2017. Et il y a une densité extrêmement forte. Donc, comme on ne peut pas doubler les effectifs des services politiques pour un an, on les renforce quand même, hein, on a besoin. Qu'il y a des meetings partout, que les candidats, vous avez vu, se démultiplient. Ils sont le matin, mais pas seulement. Il y a aussi des sauts de puce. Vous avez une réunion à midi, un meeting le soir, le lendemain. D'ailleurs, je veux dire, les candidats, ils étaient épuisés, mais épuisés physiquement. Épuisés. Vous avez combien de candidats qui vous ont dit qu'ils allaient faire la sieste après le premier tour? Oui, vous vous rappelez? Oui. au moins 2, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Mais ils étaient vraiment épuisés. Ça n'a rien de nouveau. C'est de plus en plus fatigant, une campagne électorale. Parce que les moyens de communication, le besoin les besoins médiatiques...
font que effectivement les candidats essayent d'être partout. Ça fait des journées épouvantables. Mais vous avez des candidats qui ont fait des dépressions après des campagnes électorales. Hein. Alors surtout quand elles sont ratées. Je me rappelle de Marie-Georges Buffet. Elle a fait une dépression en 2002. Physiquement, elle n'en pouvait plus. Dominique Voynet, elle était au bout du rouleau. C'est dur une campagne électorale. Vous ne vous appartenez plus, même pour les petits candidats. Je veux dire, c'est pas seulement un phénomène qui bouffe ceux qui sont sous la lumière et qui, évidemment, sont encore plus médiatisés que les autres. C'est vrai pour tout. Pour tous les candidats, donc et pour les journalistes aussi, donc qui terminent sur les rotules. On multiplie les émissions spéciales, les soirées électorales, c'est toute la nuit. On se couche à 3h, on se lève à 5h, etc., etc. Vous avez une idée de ce que c'est. Donc oui, on était bien crevés, mais enfin, on regrette pas d'avoir vécu. Hein, mais fatigué, quelle année positivement, quoi. Voilà, quelle année. Mais est-ce que vous diriez quand même que 2017, ça a été plus que les autres? Alors en 2012, vous n'étiez pas chef du service politique, mais vous étiez déjà sur RTL. Vous diriez quand même que 2017 a été plus intense que 2012 ou pas? Elle a été, alors je me répète un peu, excusez-moi, mais elle a été d'une intensité dramaturgique supérieure aux autres. Il n'y a jamais eu de tel rebondissement. C'est pas un jugement mieux, moins bien, mais en termes de densité, de rebondissement, il n'y a pas de précédent. Donc oui, votre question, oui. Maintenant, il y a toujours des surprises dans les campagnes présidentielles. Mais là, à ce point-là, il n'y en avait jamais eu. Même vous diriez que 2002, ça n'a pas été une surprise aussi forte? Non, je vous parle de la campagne. Oui, pardon. Alors, la campagne, si vous additionnez tout ce qu'on s'est dit avant, hein, c'est-à-dire l'émergence de Macron, le renoncement de François Hollande, la défaite de Manuel Valls, qui est un cas d'école, la victoire de Benoît Hamon. Avant, il y avait eu la victoire de François Fillon et la défaite de Sarkozy et Juppé, qui était le grand vainqueur pendant des mois et des mois. Et puis enfin, l'affaire Pénélope Fillon, vous voyez. Alors, à l'arrivée, en 2002, il y a eu un séisme électoral, vraiment. Mais si on reprend toute la campagne, c'est 2017 qui, évidemment, a réservé le plus de surprises. Alors, après la présidentielle, il y a eu, bien sûr, les législatives avec une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale. Juste pour donner une petite idée, si on ajoute le MoDem à La République En Marche, ça fait plus de 60% des sièges pour la majorité. Même si ça a déjà été connu avant, résultat, l'opposition, ou plutôt les oppositions, sont plus que divisées et assez difficiles à entendre, ou en tout cas on en entend une, c'est la France Insoumise, alors que naturellement ça aurait dû être le Front National. Pourquoi quand on va à l'Assemblée on entend aussi peu le groupe qui aurait dû être premier, puisque c'était l'adversaire au second tour qui est le Front National? Alors, votre question, c'est de savoir pourquoi on n'entend pas le Front National? En fait, pourquoi on n'entend pas le Front National, mais surtout pourquoi on entend en réalité personne, sauf la France Insoumise. Oui, mais parce que... Oui, il y a plusieurs choses, mais la première réponse, c'est la fracturation du paysage politique par Emmanuel Macron. Pour réussir ce qu'il a réussi et transformer... Et ça, il avait cette certitude, il avait raison, transformer son prodige électoral de la présidentielle en victoire triomphale, écraser toute la concurrence aux législatives. Il a réussi ça et pour réussir ça, il a fracturé et la droite et la gauche. Résultat, effectivement, vous avez des groupes rikiki. Vous vous rendez compte que le PS... 30, oui. 30, il avait combien de députés? C'était la majorité sortante, en plus. La majorité sortante qui termine avec 30 députés. Vous avez la groupe France Insoumise, qui est quand même pas énorme, et le Front National, qui, à cause du mode de scrutin, n'a même pas de groupe. Alors, Marine Le Pen, on l'entend pas. En dehors du fait qu'elle est... Elle est encore marquée par sa défaite et notamment par le débat. De toute façon, je veux dire, mécaniquement, techniquement, elle a très peu de possibilités de se faire entendre au Parlement. La France Insoumise fait autant de bruit que possible avec une quinzaine seulement d'élus, un peu plus. 17. Et le PS fait ce qu'il peut, mais si vous voulez, le PS, pour l'instant, il peut peu, parce que
il n'a pas rafraîchi son programme, il n'a pas d'idée vraiment construite. Il essaye de se trouver un chef, mais on voit bien que c'est dans un désert absolu d'attention. Et les Républicains s'en sortent pas si mal. Et Laurent Wauquiez essaye, lui, de devenir le premier opposant, justement, aux dépens aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon. Et il peut y arriver. Il peut y arriver dans les années qui viennent. Donc, vous avez un groupe pléthorique, encore une fois, quasi historique. Bon, il y a déjà eu là des précédents, mais enfin, c'est énorme. Mais qui c'était écrase dans un tout. système bipartisan. Voilà. Là, c'est pas le Qui cas. écrase tout. Donc, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Les oppositions qui sont là sont très caricaturales. Le Front National est caricatural. Laurent Wauquiez est assez caricatural. Le Parti Socialiste, la France Insoumise se caricature aussi. Donc, voilà. La conclusion qu'on peut en tirer, si vous voulez, c'est que si ça continue comme ça, c'est une chance inouïe pour Emmanuel Macron. Ah, vous pensez qu'il va se représenter en 2022? Oui. Vous connaissez quelqu'un qui ne se représente pas? François Hollande. Et qui avait... oui, sauf à avoir la même situation que François Hollande, c'est-à-dire être empêché de gouverner 2-3 ans avant et avoir des résultats qui ne sont pas qui ne sont pas là, et enfin avoir quelqu'un qui vous déborde sur votre gauche ou votre droite, comme Macron l'a fait avec Hollande. Bon, si les trois... Écoutez, on a vu quelque chose de tellement dingue que de toute façon, moi, je ne fais plus de pronostics. Je constate simplement que si Emmanuel Macron n'a pas d'opposition plus forte, plus structurée, moins caricaturale que ça, il a un boulevard. Mais ça dépendra des résultats quand même. C'est essentiel. Puis, on voit dans La République En Marche pas mal de personnes qui, en réalité, disent que ce n'est qu'un passage, la vie politique. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire qu'ils sont un peu comme Emmanuel Macron? Et que Emmanuel Macron pourrait se dire, bon, je suis président 5 ans, je vais faire autre chose. Enfin, il a 40 ans, Emmanuel Macron, il en aura 45. S'il dit... Oui, enfin, Enfin, il faut pas surestimer quand même... la capacité à se remettre en cause. Et puis, ça a un sens. Ça a un sens de commencer une politique et de vouloir la prolonger un quinquennat supplémentaire si on en a les moyens. Donc, je crois effectivement qu'Emmanuel Macron a l'intention de se représenter. Ça, c'est sûr. Vous avez mais c'est déjà énorme d'imaginer qu'un homme politique, quel que soit son niveau, à l'Assemblée ou à la présidence, n'entrevoit pas de faire ça jusqu'à la fin de son existence, qu'on puisse vraiment, si c'est vrai, considérer que la politique n'est pas un horizon indépassable. C'est déjà un changement de culture considérable en France. Donc oui, ils sont venus de la société civile, les élus dont vous parlez. Ils ont eu parfois des vies professionnelles extrêmement enrichissantes. Certains peuvent se dire que plus enrichissantes que la vie politique, qui est quand même difficile aujourd'hui, qui n'est pas du tout une sinécure, qui est bien récompensée matériellement, mais certains y ont perdu beaucoup aussi par rapport à leurs revenus précédents. C'est des choses qu'on peut difficilement dire, mais après tout, ça existe pour quelques-uns d'entre eux. Ce sont des vies qui sont partagées entre Paris et la province. C'est beaucoup de travail en commission, qui est parfois aride, compliqué. Vous avez des électeurs après qui vous accueillent avec des récriminations. C'est pas une vie rêvée, la vie d'élu. D'ailleurs, je me demande s'il va pas y avoir vraiment une crise des vocations. Hein. C'est devenu quand même très compliqué, d'autant qu'il faut être absolument irréprochable. Si vous avez fait le moindre écart dans votre vie, et qui peut se targuer d'avoir jamais fait une note de frais qui correspondait pas exactement aux règles, qui a jamais payé quelqu'un au noir, qui a jamais fait un petit pas de travers. C'est compliqué quand même. Hein. Donc moi, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui d'être élu. Et je comprends qu'ils se disent, c'est qu'un passage. Mais c'est très nouveau. Alors pour finir, on parlait d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous qualifieriez cette première année, bon, pas entière, d'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron?
Ces 8 premiers mois, Ouais. comment les qualifier? Plutôt réussi pour l'instant, globalement. Plutôt réussi. L'année 2018 s'annonce comme une année très difficile. Il a passé une loi, plusieurs lois et un budget sans coup férir. Dans les sondages, il a terminé très haut. Là, on va rentrer dans le dur. On va rentrer dans des réformes de structure, les retraites, la formation, l'assurance chômage. On voit que sur les prisons, ça a été compliqué, très compliqué quand même. Il y a les hôpitaux, il y a d'énormes dossiers qui l'attendent. Il y a la politique de la ville, ce sont des dossiers énormes, qui sont sous-traités depuis très longtemps. En plus, avec le retour de la croissance, il y a mécaniquement un retour des revendications. C'est comme ça. Les Français veulent leur part du gâteau. Ça va mieux. On travaille beaucoup. On a bien bossé dans les entreprises. Vous en recueillez les fruits. Bon, mais nous, on veut du pouvoir d'achat, etc. Donc, il va y avoir ici une somme d'attentes des Français. Il va se retrouver confronté à ça et ça va être une année difficile. Pour moi, l'année 2018, elle est déterminante. On se retrouve dans un an, cher Raphaël, et on voit Avec ce qu'elle a donné, et on verra à ce moment-là quels sont vraiment les fondements sur lesquels Emmanuel Macron peut ou pas imaginer de se représenter en 2022. Merci beaucoup, Elisabeth Martichoux. Merci à vous. Rémi Ravel, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le second invité de cette édition spéciale de ce 2017, une année politique. Je vais vous poser la même question qu'Elisabeth Martichoux. J'ai résultat oublié de dire que vous êtes de Allier et LVE, et que vous nous rejoignez cette année via ce partenariat mis en place par notre cher ami Ryoma Takeuchi, qu'on retrouvera tout à l'heure à 18h pour LVE Weekend. Voilà, ça c'est la promo d'antenne. Ça fait jamais de mal. Première question, la même qu'à Elisabeth Martichoux. Pour vous, quelle serait l'info politique de 2017 ? On peut élargir à 2016. Ok. Je ne vais pas faire la même erreur du coup. C'est l'info diplomatique ou nationale ? Politique, au sens le plus large de politique. Donc, politique, vous savez comme moi, politique, ça veut dire la vie de la cité. Donc, au sens le plus large de politique, l'élection de Trump, c'est politique. La victoire d'Abbé, c'est politique. Mais aussi le conflit dans les prisons, c'est politique. Donc, l'info politique de 2017. Okay, donc pour moi, c'est pas très original, mais ça serait le conflit qui monte entre Kim Jong-un et Donald Trump. Ah oui, d'accord. Pourquoi c'est pas politique ? Non, mais je dis ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas exactement la même chose que ce que nous disait Elisabeth Martichoux. Pas forcément. Elle est spécialisée dans le national. C'est logique que ce soit l'élection présidentielle qui est très importante, mais je trouve que pour moi, c'est vraiment un changement, un tournant dans l'histoire. Cette confrontation qui monte entre deux figures très marquées, avec des personnalités très marquées. C'est vraiment une guerre plus d'ego que de fait, vraiment. Et voilà, pour moi, c'est ça l'info politique de l'année. Mais ça tient à quoi, selon vous, ce conflit ? On va un petit peu rentrer dans les détails de ce qu'il est, ce conflit. Pour vous, ça tient à quoi ? Pour moi, c'est vraiment un président, Trump, qui déclenche un peu le conflit au début, qui veut montrer sa supériorité, qui veut montrer qu'il est présent, qu'il n'est pas la sorte de tête de turc avec laquelle on l'a présenté quand il venait d'être élu. Un autre tournement d'ailleurs de l'année 2016-2017, comme l'élection française. On l'entendait dans le récit de Lucas tout à l'heure. Voilà. Et donc pour moi, là, vraiment, il veut montrer sa force, mais il le fait principalement par les mots, bien plus que par les actions. Il demande au Conseil de sécurité de l'ONU de stopper les relations diplomatiques, qui n'est pas du tout suivi. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir la confrontation qui monte. Kim Jong-un qui va faire un essai balistique alors que tout le monde est contre. Plusieurs, mais un qui a quand même marqué les esprits en cette fin d'année 2017. En septembre, je crois. Oh, il y en a eu aussi en août, il y en a eu un certain nombre. Et on va pas les compter, sinon on va y passer toute la nuit. Et donc, c'est Antoine qui va pas être content. et donc, oui, donc ça c'est très important parce que là on commence à se rapprocher petit à petit d'un confirmé, et un confirmé ce serait désastreux, ce serait profitable pour personne, et donc c'est très intéressant de voir que deux puissances, avec une puissance qui se émergente, la Corée du Nord, sont prêts à s'affronter alors que ça n'avantage personne juste pour l'ego.
Mais vous pensez vraiment que le conflit armé est possible? En tant que tel, non, parce que ça aurait aucun intérêt pour personne. Oui, On est d'accord. d'accord. Ça détruirait complètement la Corée du Nord et les États-Unis perdraient grandement en crédibilité. Mais c'est bien ça qui est intéressant, que ça soit toujours possible, que ce soit faisable, même si ça n'a aucun intérêt, juste pour l'ego des deux dirigeants. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment une question de, ils veulent appuyer sur le bouton, quoi. Voilà. Et il y en a un qui a un bouton plus gros que l'autre. Et donc Et ça, qui marche. Citation exacte, hein. Ouais, bon, donc on a dit 2 mots sur ce conflit. C'est dommage, on pourrait vraiment y passer toute une émission, mais c'est vrai. on a pas mal de choses à couvrir. L'année politique, on va retourner en France, hein. Mhm. Juste sur la campagne elle-même, enfin je dis la campagne, je dirais plutôt les campagnes, hein, puisqu'il y a eu cette fois-ci, je vais faire la liste. On a la campagne de la primaire de la droite, mais même il y en a une qui est passée inaperçue, la primaire des écologistes. On a eu la primaire de la droite, oui, non, mais parce que voilà, hein. La primaire de la gauche. Puis on a eu la présidentielle, puis on a eu les législatives. Bref, après on a fait dodo. Mais surtout, blague mise à part, vous, en tant que jeune, en tant qu'étudiant, comme toutes les personnes autour de cette table, est-ce que vous vous êtes senti représenté dans les sujets, dans les personnes qu'on a vues justement dans ces élections? Bah, déjà, c'est important de savoir qu'à l'époque de l'élection, j'étais mineur, donc j'avais pas le droit de vote. Oui, enfin, vous étiez déjà jeune et étudiant, non? Oui, c'est vrai, mais j'ai pas voté. Je pouvais pas voter, j'avais pas encore 18 ans à cette élection. Ah bah, je suis désolé, hein, c'est pas de ma faute pour le coup. Et non, Fallait toquer plus tôt. après, c'est pas grave, pas de problème. Après, est-ce que je me suis senti représenté? Personnellement, je me suis pas complètement intéressé à la campagne par moi-même. Parce que je savais que je pouvais pas voter, donc j'avais un avis assez extérieur, j'ai pas pris vraiment de parti. Mais j'ai vu quand même les principaux candidats avaient des groupements de jeunes. J'ai vu celui d'Alain Juppé. À son meeting, il y avait beaucoup de jeunes. Je suis allé à son meeting et il y avait pas mal de jeunes, même si c'est un candidat. Il y avait la jeunesse avec Sarkozy aussi. Il y a eu les jeunes avec Fillon, il y a eu les Oui, jeunes. voilà. Mais pour moi, ce qui a vraiment de l'ampleur et ceux que j'ai vus et ceux à qui j'ai pu parler, c'était avec Sarkozy, Juppé. Et après, il y a forcément Mélenchon. C'est sur ça qu'il a basé la plupart de sa campagne. Ouais. C'est récupérer les écologistes et récupérer les jeunes. Il a très bien fait, je trouve. Donc, il a vraiment essayé de représenter les jeunes avec une éloquence assez forte, des idées, je ne vais pas prendre parti là, mais des idées assez spéciales. Et par son éloquence et par son charisme, parce qu'il faut le dire quand même, il est assez charismatique et il a plutôt réussi sur ce coup. Il a ramené beaucoup de jeunes avec lui, donc ça c'est bravo. Je suis pas d'accord avec ses idées, mais pour le coup, le personnage lui-même, bravo. D'après certains sondages, des études disent 30%. Un tiers des jeunes qui auraient voté donc pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà, si c'était que les jeunes, il serait peut-être président, hein. Mais bah non, un tiers, avec un tiers, on n'est pas président. Quand même, mais oui, mais s'il avait un tiers au premier tour, il aurait été pas mal. Ah oui, d'accord. Un tiers au premier tour, ok. Donc oui, donc il y a ça. Après, pour la représentation en tant que telle, donc c'est principalement ça. Mais après, il y a des mouvements qui se placent à côté, qui permettent de faire rentrer les jeunes dans la vie politique et de les aider à se faire représenter. Je sais que je fais partie du Parlement européen des jeunes. C'est une association, voilà, je pense que vous connaissez. Ouais, de nom, mais j'avoue. Voilà, c'est une sorte de simulation pour une commission et une assemblée au Parlement européen, en assemblée plénière. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a le Parlement des étudiants qui fait exactement la même chose, mais pour l'Assemblée nationale. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pas mal et ça aide les jeunes à vouloir se faire entendre. J'ai rencontré quelqu'un au Parlement européen des jeunes qui s'appelle Julien Anger. Et après ça, il est parti et il a été le directeur de la campagne pour les jeunes de Emmanuel Macron. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça l'a aidé à se faire représenter. Et lui, par contre, je pense qu'il a réussi à faire ressentir ses idées. Donc ça, c'est pas mal. Donc moi, je trouve qu'on a des moyens. Je me suis principalement consacré, moi, au Parlement européen des jeunes. Mais on a des moyens pour se faire représenter. Après, il faut savoir si on veut se faire représenter ou pas. Il ne faut pas toujours demander aux politiques de vouloir donner nos idées comme l'a fait oh là, je m'embrouille, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon. Il faut aussi vouloir se faire représenter. C'est ce qu'a fait un de mes amis, c'est ce que font beaucoup de gens et je trouve ça très bien. Je trouve qu'on a les moyens. Donc, je me suis pas senti personnellement représenté parce que j'ai pas voulu, mais je sais que j'aurais pu. J'ai voulu. C'est intéressant. Alors, on va parler un petit peu
Pardon, je me perds dans ma fiche. C'est pas bien. Oui, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, et justement, un peu beaucoup d'ailleurs, peut-être. Désolé. Non, mais je rigole. Oh. En tant que jeune, c'est celui qui est le plus vieux quand même. Oui, bon, en même temps, il était très présent dans les médias. C'est pas la peine de s'exciter à ma droite, là. Juste, c'est Ryoma Takuchi qui est à ma droite, et qui, en même temps, est en train de finir au boulot. Alors, justement, moi je rebondis sur cette question-là. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise, pour vous, est-ce que c'est une réussite? Justement, est-ce qu'elle a réussi à s'imposer? On disait avec Elisabeth Martichoux, c'est la seule opposition qu'on entend. À vrai dire, depuis quelques semaines, on n'entend plus aucune opposition. Est-ce que voilà, c'est une réussite ce qu'a lancé Jean-Luc Mélenchon? On rappelle que ça se joue à quelques mois, hein, la République en marche à l'époque, et la France insoumise ont été lancés en même temps. Et donc pour moi, il a pas mal réussi pour la campagne présidentielle, dans le sens où la campagne présidentielle a vraiment changé beaucoup de choses. Le PS est tombé. Il, donc Jean-Luc Mélenchon, mais moi je parle pas de Jean-Luc Mélenchon. Insoumise en tant que... Ah okay. oui, bah oui. Ah, mais pour moi, c'est ok. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon incarne quand même la France insoumise. C'est celui qu'on voit beaucoup, même s'il a quelques. Est-ce que le problème serait pas là justement? Ah bah peut-être, mais il a toujours construit tous ses partis politiques. C'est toujours sa personne qui était mise en avant, et c'est toujours lui, et c'est toujours son charisme, même presque plus que ses idées qui sont mises en avant. On va voter. Il vous répondrait qu'il n'a jamais construit de parti politique, mais bon, je vais pas pinailler. C'est pas parce qu'il le répond qu'il l'a pas fait, mais non, mais parce que la France insoumise c'est pas exactement un parti politique, et que le Front de gauche c'était une réunion de deux partis, une puissance politique. Enfin, voilà. Avec... Je vais pas pinailler. Mais donc non, pour moi la France insoumise alors. Il a réussi son coup. Pour le coup, il a changé. Enfin, il a pris la place du Parti socialiste dans la place de gauche. Il a pris l'opposition. Enfin, il se veut comme prenant l'opposition. Tout un débat, ça. Et donc pendant la c'est la question d'après. Ah, parfait. Durant la campagne, c'était très intéressant parce que là, pour moi, il a fait la meilleure campagne, clairement. Je tiens à le dire quand même, je suis vraiment pas d'accord avec les idées de la France insoumise, mais clairement, il a fait la meilleure campagne, peut-être aussi bien que celle de Macron. Parce qu'il a vraiment remonté. Il était au tout début, il était en dessous de 10%. Et il a fini. Jean-Luc Mélenchon? Oui. Ah non, il est parti à 10. Hein. Ah, moi je l'ai vu. Quand Benoît Hamon a été désigné 8, candidat, a gagné la primaire de la gauche, Benoît Hamon était à 12 et Jean-Luc Mélenchon à 10. En gros. Ok. J'ai dû il a été donné assez longtemps, plutôt autour de 13. Oui, et après il est monté d'un coup. D'un coup, il est descendu parce qu'il y a Benoît Hamon qui a gagné, et puis il est remonté, et Benoît Hamon, lui, a coulé. Bah voilà, mais moi je trouve que c'est cette remontée qu'il a très bien réussi. Donc la France insoumise a vraiment réussi ce coup-là. Après, il y a eu les. Mais est-ce que ça tient à la France insoumise ou à Jean-Luc Mélenchon, ça? Ah, pour moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà. On me dit qu'il ne faut pas que j'assimile la France insoumise à Jean-Luc Mélenchon, donc je parle de la France insoumise. Mais pour moi, ça tient vraiment à Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je repose ma question. Est-ce que la France insoumise est une réussite, dans le sens où la France insoumise, je vous parle plus de ce qui vient après, du mouvement qui est derrière. J'y viens. Ah, pardon. On voit l'origine. Donc pour moi, c'est ça. Donc ils ont très bien réussi la campagne présidentielle. Et c'est ce qui après qui est plus intéressant, dans le sens où le FN, enfin, ça c'est une question après, mais le FN s'est dégonflé complètement dans les législatives. Et si on a le temps. Ok, on verra. Le FN s'est complètement dégonflé dans les législatives. Et la France insoumise un petit peu aussi, il faut bien le dire. Ça n'a pas été... Ils n'ont pas réussi le pari qu'ils voulaient. Ils voulaient continuer dans cette dynamique, avoir vraiment beaucoup de sièges, avoir une vraie opposition. Ils sont une opposition, mais vraiment, ils ont dû s'allier aux communistes pour faire un vrai parti. Non, il n'y a pas d'alliance. Il y a un groupe, la France insoumise, de 17 députés, et il y a un groupe GDR, Gauche démocrate et républicaine, constitué du Parti communiste et de certains élus des Outre-mer, qui contient, lui, 15 députés, tout pile. Ok, autant pour moi. Mais c'est vrai que ce qui a été dit, c'est qu'il y aura des navettes entre les deux groupes, je mets des guillemets à navettes, entre autres assurées par Marie-Georges Buffet, qui est, on sait, c'est elle qui avait fait l'accord avec Jean-Luc Mélenchon en 2012. Là, ça commence à remonter, mais justement, Marie-Georges Buffet, qui était candidate de la France Insoumise et Parti communiste, et qui en fait est dans le groupe GDR et pas dans le groupe La France Insoumise. Ok, voilà. D'accord. Autant pour moi alors. Mais on remarque quand même à l'Assemblée nationale que la France Insoumise se débrouille toute seule. Oui. Non, mais et pour moi, c'est là où ça vient vraiment, c'est qu'ils ont réussi
vraiment pendant la campagne présidentielle. Et là, maintenant, il s'agit surtout sur je trouve, sur les coups d'éclat. Pas vraiment sur les idées, mais plutôt sur l'opposition pure. Ça veut dire sortir la farine et les APL baissent de 5 euros. Enfin, pour moi, c'est pas ce qu'on demande à une puissance politique, parti politique, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Un mouvement. Un mouvement. Allez, un mouvement. Ça, tout le monde peut le faire. Je peux le faire et vous pouvez le faire. On demande Ouais, pas on ça n'a à pas des trop députés. accès à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, mais je veux dire, si vous aviez accès à l'Assemblée nationale, vous pouvez acheter pour 5 euros de nourriture et le sortir dans l'hémicycle. Ça, c'est pas très compliqué. Et ce qu'on demande vraiment aux députés, c'est d'avoir un avis. Enfin, c'est pour ça qu'on les paye. Ils sont fonctionnaires et c'est pour ça qu'on les paye. C'est pour avoir les Non, ils sont idées. pas fonctionnaires. Autant voir. Ils sont payés par l'État. Ils sont payés par l'État, c'est pour ça qu'on les paye, du coup. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, il faut qu'ils aient les idées, il faut qu'ils aient quand même les choses qui nous font avancer la France et pas sortir ou venir en maillot de foot. Enfin, voilà, pour moi, ils jouent sur les coups d'éclat. Et ça, c'est vraiment un problème parce que ça tient pour l'instant. Ça risque pas de tenir 5 ans. Et s'ils ne commencent pas à jouer sur les idées vraiment, je pense pas qu'ils vont réussir à se reprendre pour les prochaines législatives présidentielles, etc. Alors en même temps, il se trouve quand même que on a souvent vu à l'Assemblée nationale des coups d'éclat. Enfin, c'est pas la première fois. On l'avait vu déjà à l'époque de Christiane Taubira, de la loi sur qui ouvrait le mariage aux homosexuels. Oui, mais là, non, mais ce que je veux dire, c'est que le coup d'éclat n'est pas une spécificité de la France insoumise et n'est surtout pas une nouveauté. Ah, mais je dis sûrement, mais ce que je dis, c'est qu'il se On a quand base même eu vraiment des que sur duels ça. pendant le 19e siècle. On entend la France insoumise que par ça. On n'entend pas par ses idées, on entend juste l'opposition et ses coups d'éclat. Christine Taubira, c'était la loi. Après, elle a fait ses coups d'éclat, tout ça, mais ça aide. Ça, non, je parle pas d'elle. C'est pas elle qui a fait les coups d'éclat, c'était les députés de droite dans leur opposition. Ok, mais c'est ça ce que je veux dire. Pardon, j'ai pas été clair. Pas de problème. Mais pour moi, le coup d'éclat, ça sert à se faire entendre, ça sert à faire entendre ses idées. Mais si il n'y a pas d'idée derrière, ça sert à rien. Ça sert à rien de devenir en maillot de foot. Donc vous dites que en fait, la France insoumise ne vend pas assez son programme. Ah, ne vend pas du tout son programme. Carrément pas du moi, je suis pas intéressé spécialement par la France insoumise, mais je connais aucune idée de la France insoumise. Je peux connaître celle d'Emmanuel Macron, je vais même pouvoir entendre celle des Républicains, mais j'entends pas du tout celle de la France insoumise, je les connais pas. Après, je m'intéresse pas spécialement, c'est vrai, mais je m'intéresse pas spécialement aux Républicains, et c'est pas pour autant que je connais pas leur programme du tout. Ouais, donc ce que vous dites, c'est que en réalité, il y a rien qui est dit sur le programme, et que si on veut connaître le programme, faut aller le lire, quoi. Voilà, faut aller le chercher. Et donc, pour moi, ça c'est un problème. Ça marche. Pour l'instant, ça marche, mais si on se base que sur ça, ça va pas continuer 5 ans comme ça. Alors, vous commenciez à parler des Républicains. On va mettre les pieds dans le plat. Hein. Oui. Les Républicains et le PS, et en réalité, tout ce que certains qualifient d'ancien monde, je vais être honnête, j'ai horreur de ce terme, parce que ça veut rien dire. Mais voilà, le PS, les Républicains sont dans un état lamentable. 30 sièges pour le PS, on le disait avec Elisabeth Martichoux. Pour vous, vous diriez que c'est une conséquence logique pour le PS de se retrouver dans cet état-là, logique du quinquennat de François Hollande et de la victoire d'Emmanuel Macron, ou c'est quand même que là, il y a un problème? Ou c'est les deux? Il y a aussi la campagne de Benoît Hamon, qui aide pas le tout, mais pour moi, c'est un peu des deux, quand même, dans le sens où Emmanuel Macron a repris les gens les plus dynamiques du Parti Socialiste, il a repris les idées, il est parti du Parti Socialiste. Il n'y a jamais été. Sous François Hollande. Il était dans le gouvernement socialiste, on est d'accord? D'accord. Et mais c'est bien, au moins, j'apprends de jour en jour. Et, il a lui-même dit qu'il a jamais été adhérent au Parti Socialiste. Il était sous François Hollande et il était d'accord avec ses idées et François Hollande l'a aidé. Donc pour moi, il vient d'une souche socialiste, enfin il vient des idées socialistes et après il a pris son indépendance. C'est bon? J'ai rien dit. Ok, d'accord. Pour être sûr. Quand je dis rien, c'est bon. Ok, parfait. Et il a repris, il s'est développé lui-même. Donc ça, c'est assez intéressant que même François Hollande ne veuille pas prendre parti. Ça montre bien s'il veut même pas prendre parti dans son parti à lui. Ça montre bien qu'il y a quand même une crise de légitimité. On ne sait pas on sait pas quel est le meilleur. Attendez, on ne sait même pas quel est le meilleur candidat de gauche entre la France insoumise, les socialistes, voire même Emmanuel Macron qui est centre, mais qui récupère quand même beaucoup d'électeurs de gauche. Donc pour moi, de droite. Et de droite, oui, mais là on est sur la gauche. Il le récupère de partout. Emmanuel Macron, c'est pas très compliqué. Mais il récupère beaucoup de personnes de gauche. Donc voilà, Emmanuel Macron, on ne sait pas si de gauche ou de droite, tout un autre débat. Et donc, oui, le Parti Socialiste, on pouvait s'y attendre.
On pouvait s'y attendre. Après, les Républicains s'en tirent un peu mieux quand même. Un peu plus, une petite centaine de Voilà, députés. voilà, moi je trouve qu'ils s'en tirent quand même un peu mieux. Après, c'est forcément difficile de se relever. C'est la première fois qu'ils sont pas au second tour. C'est bon ça? Yes. Et, et donc, Je cherche, mais oui, c'est vrai. non, c'est ça. Ils ont toujours été au second tour. C'est la première fois qu'ils sont pas au second tour. C'est donc- le PS qui s'était déjà retrouvé après Oui. être au second tour. Et donc, pour moi, les Républicains peuvent vraiment se relever. Ils peuvent reprendre une force politique. Ils peuvent avoir des idées. Ils peuvent avoir un vrai leader qui les aide. Le Parti Et socialiste. ce vrai leader, ce serait Laurent Wauquiez Ça, ou- je sais pas. Ah, Là, on va pas partir sur ce débat maintenant. Je dommage. suis même pas assez au courant pour vous dire. Après, pour l'instant, le Parti socialiste, on sait pas. Moi, vraiment, là, je sais pas et j'ai aucune appréciation là-dessus parce que pour moi, vraiment, ils ont pris un gros coup pendant les présidentielles et encore plus pendant les législatives. Enfin, dans le sens où perdent complètement leur majorité. Mais ça me semble assez logique dans ce qu'ils ont fait pendant ce qui a été fait pendant le quinquennat et pendant la campagne. Comment vous expliquez qu'il n'y ait que 8 députés FN qui sont donc non Ah. affiliés? Ce que j'ai lu, c'est aussi il y a le mode de scrutin qui n'aide pas. Donc c'est pour ça qu'il fallait revenir à la proportionnelle. Après, c'était pour ça que la C'est quatrième pas les République... seuls à vouloir la proportionnelle. hein. Mais c'est pour ça que la quatrième... Enfin, c'est une des raisons pour laquelle la quatrième République marchait pas. Donc on sait... Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas sûr. Mais Après, certains disent que la 4ème République marchait. bon, ok. Mais à cela, c'est facile de répondre, j'ai envie de dire. Mais encore un autre débat. Mais Ouais, c'est vrai. Ça fait encore un débat. À mettre sur la liste. pour moi, ça s'explique vraiment parce que le FN, c'était le rejet. Le vote de rejet, c'est comme ça qu'il s'est vraiment formé au début, il s'est placé en rejet et des Républicains et du Parti socialiste. Emmanuel Macron est arrivé, c'est devenu un autre type de rejet. Donc déjà, le FN perd une partie de sa légitimité en tant que juste parti anti-système, comme ils étaient finis eux-mêmes. Et donc, pour moi, c'était vraiment un arrêt la campagne présidentielle, parce qu'ils sont arrivés au second tour, c'était très bien, mais on les attendait quand même, déjà rien qu'au premier tour, on les attendait bien au-dessus. Et ça s'était à peine caché que Marine Le Pen était très déçue du résultat du premier tour. Et donc, après, il y a le débat, le fameux débat. Ouais. Forcément, ça la remet complètement en cause. Pour moi, le Front National, comme la France Insoumise, ça se base sur leur leader, donc c'était sur Marine Le Pen principalement, que se jouait beaucoup de choses. Et pour moi, toute la campagne présidentielle se jouait toujours sur le candidat lui-même, bien plus que sur le parti. C'est peut-être pour ça que le Parti socialiste avec Benoît Hamon n'a pas si bien réussi, parce qu'il incarnait pas assez bien le Parti socialiste en tant que tel, mais c'était pas on ne le voyait pas comme chef, de mon point de vue. Et donc, Marine Le Pen l'a bien fait au début. C'est comme ça qu'elle a construit toute sa campagne, et elle a mérité, elle a fait quand même, elle a bien joué son rôle. Je suis encore pas du tout d'accord avec cette idée, mais elle a bien joué son rôle. Et après, le deuxième tour, catastrophique. Et pour moi, ça continue. C'est logique, c'est une continuité. C'est une continuité que aux législatives, ils n'ont vraiment pas bien réussi. Il y a le mode de scrutin, c'est vrai, mais aussi c'est le fait que le vote de rejet n'a plus aucun intérêt dans les législatives. Leurs idées sont complètement passées à la trappe, donc il n'y a plus aucun intérêt à voter pour eux. C'est pour ça qu'ils perdent autant de ces. Enfin, ils en ont gagné, mais Ils en ont ils en ont gagné gagné, moins mais- que prévu. voilà. Mais catastrophe, pas catastrophe. Enfin, avec un record historique de voix pour le Front National, je vais vous sortir le chiffre exact. Hein, parce que Allez, c'est parti. À la j'ai voix la- près, je le veux. Ah ben si vous le voulez, je l'ai à la voix près. 10 638 475. C'est bon? Voilà Je le compte sur nombre de parole. voix du... c'est les résultats du ministère de l'Intérieur. hein. C'est ça le nombre de voix qu'a obtenu Oui, record Marine Le historique, on est Pen d'accord. au second tour. Record historique. Alors, est-ce que c'est réellement une catastrophe quand on Ah, pour obtient moi- 10 millions de voix? Oui, pour moi, oui, dans le sens où Même c'était pas presque du tout 11 ce qu'elle millions, voulait. si on va à Elle l'arrondi. quand même, au début, elle voulait être élue présidente, elle le voulait vraiment, elle s'y voyait, c'était même possible au tout début, dans certains sondages, c'était même possible. Oui, si elle avait été face à les Républicains, Voilà, elle mais s'est retrouvée face à Emmanuel Macron. et voilà, et elle s'est retrouvée avec vraiment bien moins de voix qu'elle voulait, et c'était vraiment, pour moi, c'était second tour. Elle a fait un premier tour assez moyen. C'était vraiment, en fait, avant la campagne qu'elle qu'elle a vraiment pris toutes ses voix, toute sa légitimité. Après, le premier tour, ça a été bien moins que prévu, et le second tour, le débat, on voyait qu'elle était pas professionnelle. Son débat, je suis désolé, mais même un étudiant en débat qui travaille mieux. On va pas comme ça. reprendre le débat là dans les Ouais, voilà, 6 minutes qui Et restent. donc oui, ils ont fait un record historique, c'est vrai, mais c'est quand même bien moins que ce qui était attendu, et on peut faire bien mieux. Emmanuel Macron, il est arrivé, il a fait bien mieux qu'eux.
Et donc pour moi, ok, c'est un record historique, mais Enfin, même si c'est pas Emmanuel combatif. Macron a fait un gros score, il n'a pas fait Jacques Chirac 2002. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, Marine Le Pen avait quand même beaucoup plus de légitimité à être au second tour. Dans quel Jean-Marie Le sens Pen, plus c'était de Jean-Marie Le Pen, légitimité? c'était une surprise. On s'y attendait pas au début Oui, qu'il soit, enfin, qu'il soit au second tour. la légitimité, elle doit être légale. Bien sûr, mais là, je parle sur les sondages. On s'attendait à voir Marine Le Pen au second tour. C'était Ouais, pas d'accord. sûr à 100%, mais on la voyait. C'est depuis le début, et c'était une des personnes qui était toujours au second tour avec François Fillon. Puis Emmanuel Macron est venu, mais elle est toujours restée au second tour. Jean-Marie Le Pen, il est débarqué, on sait pas d'où. Il est juste, hop, il arrive au second tour. Donc on pouvait s'attendre à ce que Il tout le était monde. donné en 4e place. Voilà, mais on pouvait s'attendre à ce que tout le monde aille voter contre lui. En plus, Derrière plus, Arlette Laguillet, d'ailleurs. Non, En non, c'est plus- vrai, c'est vrai. Dernier sondage, c'était Arlette Laguillet devant Jean-Marie Le Pen. en plus, non, Marine Le Pen a quand même travaillé l'image du parti et l'a fait accepter comme un parti normal, ce que Jean-Marie Le Pen n'avait pas du tout fait. C'est pour ça que, Bah, elle ne le voulait pas. voilà, on est d'accord. Mais donc il y a eu une grosse réaction de la population française contre Jean-Marie Le Pen, ce qui n'a pas été le cas contre Marine Le Pen. Elle a même gagné des voix. Elle a même gagné, enfin. Donc c'est devenu un candidat. Enfin, le candidat du FN est devenu un candidat normal et ça ne m'étonne pas. Et pour moi, ça reste quand même une déception pour eux, je suppose. Alors, sur le Front National toujours, après ces 2 défaites, ce que disait Elisabeth Martichoux, c'est que voilà, Marine Le Pen ne s'est toujours pas relevée. Mais est-ce que vous pensez, vous, que le Front National réussira quand même à terme, c'est-à-dire d'ici 5 ans, enfin 4 ans maintenant, donc d'ici à la prochaine présidentielle, à se relever? Moi, je pense que c'est un peu comme le Parti Socialiste. C'est un peu comme le Parti Socialiste dans le sens où il y a eu une sorte de grosse descente. Pour le Parti Socialiste, ça a été pendant la campagne présidentielle. Pour le Front National, ça a été après, pour la législative. Et je pense qu'ils ont eu vraiment une sorte un peu d'effet de mode. Je ne sais pas si ça se dit. Mais il y a eu quand même il y a eu un mouvement qui s'est créé autour d'eux. Et qui s'est complètement arrêté après le second tour de la présidentielle. Donc je pense qu'il faut qu'ils reconstruisent de zéro. C'est comme le Parti Socialiste, il faudrait qu'ils reconstruisent de zéro. Donc oui, c'est possible, mais pas dans l'état actuel des choses. Certainement pas dans l'état actuel des choses. Alors, dans les 3 minutes qui nous restent, c'est vraiment court, mais donc il va falloir faire court. Même question qu'Elisabeth Martichoux pour finir. Comment est-ce que vous qualifieriez cette première année d'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron? Surprenante. Merci. Non, je rigole. Dans le sens où il a la même idée que pendant la campagne, mais il n'utilise pas du tout les mêmes moyens. Et donc ça, c'est assez intéressant. C'est toujours l'idée de changer, de faire une sorte de révolution, de faire un nouveau système. Il le voulait pendant la campagne. Il a un peu fait quand même pendant la présidentielle. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais il a complètement changé les moyens pendant la campagne. Il était forcément obligé. Il était très présent. On le voyait tout le temps. Il exposait ses idées. Une fois la campagne passée, une fois qu'il est devenu président, on ne le voit plus. Pendant plusieurs mois, on ne le voit plus du tout. Et donc, forcément, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est assez étonnant, mais il se veut toujours comme un grand changement. C'est ce qu'il a fait. Il change complètement les codes. Il s'adresse au Congrès comme le président américain. Et donc, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait du changement, mais qu'il y ait un changement qui ne soit pas extrême, qui ne soit pas dans le parti extrême comme ça l'aurait été avec le FN. Un changement, mais qui est vraiment extrême, qui aurait amené une réaction peut-être encore plus extrême. Là, c'est un changement calme. Dans la diplomatie, toujours, c'est ce qu'il veut faire avec l'Europe aussi. Il veut changer la diplomatie. Il veut changer l'Europe, mais par la diplomatie et par l'économie. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, pour moi, c'est bien. Il y a une chute dans les sondages, mais c'est normal. S'il y a toujours la sorte d'engouement qu'il y a après une élection, tout le monde est pour lui, tout le monde se dit que tout va changer. Forcément, ça change pas aussi vite que ce qui est prévu, donc il y a une baisse, mais pour moi, il doit continuer. Qu'on soit d'accord avec cette idée ou pas, il faut qu'il continue, qu'on voit si ça marche vraiment et pas au bout de 6 mois s'arrêter. Et donc on va voir avec le temps si vraiment il continue. Pour moi, cette première année de prise du pouvoir, c'est de bon augure. On va voir comment ça se passe, mais ça me semble de bon augure. Eh ben, merci beaucoup, Rémi Ravel.